Après la Silicon Valley, après l'Assemblée, le voilà parti et revenu du pays du luxe. Bonsoir Marc Abélès. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ethnologue. Oui. Et vous avez décidé donc de vous attaquer à ce monde, au pays du luxe, un terrain de jeu peu prisé par les autres ethnologues. Vous dites même que c'est presque mal vu d'enquêter sur le luxe. Pourquoi ? Bien, disons que la tradition des sciences sociales, en général en France, c'est plutôt de s'intéresser aux grands problèmes de société, ou ce qui est supposé être les grands problèmes, la misère, les inégalités, enfin toute une série de choses qui ne sont pas très gaies, disons. Et le luxe est considéré un petit peu comme le monde du frivole, de la superfluité, enfin quelque chose qui n'est pas très sérieux. Oui, puis le risque d'être fasciné aussi peut-être. Et puis voilà, et puis celui qui étudie le luxe, on se pose des questions pour savoir s'il n'est pas non plus un petit peu justement dans cette fascination, etc. Donc vous avez bravé les interdits, mais vous nous rappelez quand même que d'autres avant vous ont étudié ce monde du luxe, enfin, ou peut-être d'une manière un peu plus précise. Vous citez Bourdieu, par exemple, qui lui s'est intéressé à la mode. Oui, il y a eu tout un débat dans les années 60 entre... Il y avait Roland Barthes, qui était donc, très célèbre, et qui a écrit un livre entièrement sur la mode. Et Bourdieu, de son côté, a aussi réagi, a écrit un article très intéressant. Enfin, il y a eu quand même un certain nombre de tentatives pour essayer de penser, ce que j'essaie un peu de faire, de penser le luxe. Qu'est-ce que c'est que le luxe ? C'est pas seulement des falbalas, mais c'est aussi quelque chose qui a une certaine cohérence, qui implique aussi de la part de ceux qui conçoivent le luxe des qualités intellectuelles, des qualités esthétiques. Et puis il y a toute une organisation du luxe, il y a une industrie du luxe, c'est ça qui m'intéresse. Et il y a aussi une mondialisation du luxe qui est quand même impressionnante. Oui, vous abordez tous ces chapitres, enfin vous abordez tous ces sujets, tous ces points dans votre livre. Juste un petit mot justement sur la division, puis après on va avancer. Vous citez, parce que c'est amusant, entre Voltaire et Rousseau. Alors ils étaient rarement d'accord, mais là encore une fois, les deux philosophes français ont une vision du luxe qui n'est pas du tout la même. Oui, tout à fait, parce que Rousseau est quelqu'un d'assez austère, quelqu'un qui considère que on ne va pas s'améliorer en versant dans le luxe, qui est un facteur de mollesse, qui est un peu une sorte de perversion en quelque sorte, et qui est destiné uniquement aux riches et qui accroît les inégalités. Alors que Voltaire dit, mais c'est très bien le luxe, moi j'aime le luxe et j'aime la mollesse, dit-il, un peu provoquant. Et il dit le superflu est très nécessaire, en fait. Et Voltaire considère que c'est aussi pour l'industrie une sorte de stimulant, quoi. Oui, effectivement, à un moment, vous abordez luxe et capitalisme, ça va ensemble, forcément ? Aujourd'hui, c'est très profondément lié, je pense, le luxe et le capitalisme. C'est-à-dire qu'on associe, d'ailleurs, on dit toujours, le luxe, c'est pour les riches. Et donc, il y a cette association à la richesse. Et puis, le luxe, ce sont des marchandises, ce sont des objets tangibles. Je ne dis pas que profondément, le luxe, c'est pas autre chose, parce qu'on a chacun sa petite idée du luxe, et ça n'implique pas nécessairement, justement, des objets très précieux et tout. Ça peut être un moment qui est précieux parce qu'on le vit d'une certaine manière, et qui n'implique pas d'avoir dépensé des quantités d'argent. Mais aujourd'hui, quand on pense luxe, on pense des produits, on pense des marques, hein, c'est très important aussi, un sac Vuitton, on pense à foulard Hermès, on pense certains vins, etc. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est avant tout des marques, ce sont avant tout des marques. Oui. Mais alors, le luxe, vous rappelez aussi qu'on dit luxe, calme et volupté, enfin, vous citez Baudelaire, mais le luxe, ça demande quelque chose d'excessif, de déraisonnable. Alors voilà, c'est ça. Il y a toujours, dans l'étymologie même du mot luxe, il y a quelque chose qui l'associe à la luxure. Il y a quelque chose de luxe, ça veut dire aussi comme un membre qui est luxé, par exemple. C'est une sorte d'écart, c'est une sorte de chose qui n'est pas exactement dans la norme. C'est une forme de transgression aussi. L'idée de luxe implique quelque chose qui a été qualifié toujours d'immoral, quoi. Il y a quelque chose dont beaucoup de sages se méfient depuis Platon, qui disent bon, le luxe c'est quand même pas, il faut s'en méfier, il faut y faire attention. Même aujourd'hui dans notre société capitaliste ou dans notre société où la marque est vraiment omniprésente, ça reste le cas. Il y a encore même si vous voulez, quand on s'achète quelque chose quelqu'un de très moyen qui décide de s'acheter un très beau sac, etc., il a le sentiment en lui-même, j'en suis sûr, je l'ai vécu, de faire une petite transgression, qu'il n'en a pas besoin, c'est pas obligatoire. Enfin, il y a cette idée justement de superfluité, de gratuité. Et je pense que c'est assez frappant de voir que très souvent, quand on écrit sur le luxe, etc., on a une tendance un petit peu à moraliser autour, à prendre l'objet comme quelque chose qui n'est pas totalement pur. Et il y a un côté aussi, on associe beaucoup le luxe à la corruption. Actuellement en Chine, justement, il y a cette grande campagne anticorruption.
Et c'est précisément, autrefois, par exemple, les Chinois, autrefois j'y étais il y a quelques années, les Chinois aimaient bien exposer des très belles montres, enfin des objets qu'ils avaient sur eux, alors que là, maintenant, c'est terminé, hein, on veut pas montrer tout ça. Oui, la Chine, c'est vraiment un nouvel acteur hein, dans le luxe, et notamment beaucoup de chapitres dans votre livre. D'ailleurs, vous rappelez que c'est assez surprenant, il y a un retour des... Enfin, paradoxalement, au XVIIIe siècle, l'ambassadeur de Georges III vient présenter des cadeaux donc, occidentaux aux Chinois et il est très très mal vu. Oui, c'est considéré comme pas intéressant. Ils veulent bien recevoir un tribut de leurs dépendants, mais ils ne sont pas là pour négocier des marchandises. Et pourtant, c'est des technologies de très haut niveau qu'on va leur montrer pour l'époque. Et au fond, l'empereur se situe complètement au-dessus de cette dimension des marchandises, etc. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, c'est un peu le contraire. Et en plus, à l'époque, c'est une très grande civilisation qui n'est absolument pas, comment dirais-je, fascinée par ce qui peut se passer en Occident sur ce plan-là. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une grande pénétration. À partir du moment où la Chine est rentrée dans l'OMC, la Chine s'est ouverte à l'extérieur. Le marché, le luxe a été autorisé, en quelque sorte, par les autorités. Les gens se sont énormément enrichis, enfin une strate de la population, bien entendu, s'est énormément enrichie. Bref, toutes sortes de facteurs qui ont fait que désormais les Chinois sont demandeurs de luxe. Oui, vous rappelez le nombre de milliardaires en Chine, 153, 157. Oui, c'est ça. Et puis ça va devenir de plus en plus important dans les années qui viennent. Et on considère que bientôt, il y aura plus, je pense, de milliardaires chinois que de milliardaires américains. Ce qui est d'ailleurs assez logique aussi si on prend en termes de population, etc. Mais c'est sûr qu'il y a au moins 1 million et quelques de millionnaires. Enfin, mais est-ce qu'ils veulent un autre luxe? C'est-à-dire, peut-être, là, vous dites qu'il y a des codes maintenant du luxe qui sont en train de changer. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit familial, il faut que ça soit presque éthique. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est différent, mais je pense qu'on évolue sur la question du luxe. Au début, c'était le bling-bling. Hein. Au début, c'était avoir les très belles voitures, avoir accès à des objets, effectivement, tout ce qui était la mode. Et aujourd'hui, alors, il y a un peu une demande de quelque chose qui est plus intérieur, quoi, un luxe intérieur. Par exemple, il y a des Chinois qui investissent dans des lamas. Les lamas, ce sont des sortes de chamans, des prêtres qui sont donc spécialisés, disons, dans le parcours de réflexion qui offre à quelqu'un un parcours de réflexion. Oui, et donc on va alors, du sac. Voilà. Et là, un des luxes suprêmes, c'est de revenir à ce genre de valeur. Et voilà, et ça, c'est quelque chose de très intérieur, justement, qui contraste avec toute l'agitation extérieure, qui contraste justement avec tous ces efforts pour s'enrichir. Mais les deux sont compatibles d'une certaine manière, mais voilà. Voilà, il y a un changement, un glissement. Alors, Marc Abélès, vous revenez aussi sur les liens un peu troubles entre le luxe et l'art contemporain. Pourquoi le luxe est tourné vers les artistes contemporains ? Alors bon, il y a une constatation, c'est que le luxe, il y a une sorte de collusion, disons, entre le luxe, les grandes fondations d'art les magnats du luxe comme Bernard Arnault, François Pinault ont créé des très belles fondations et s'adressent beaucoup aux artistes contemporains. Et tous sont des grands collectionneurs. Donc il y a cette chose. Mais en plus, ça participe à l'image en fait de ces grandes marques de luxe. Les artistes travaillent pour des artistes comme Murakami, des artistes comme Koons, par exemple Jeff Koons, s'est occupé de relooker des sacs Vuitton avec des images de tableaux du Louvre. Donc il y a eu toute une... et après qui était vendu, oui, c'était une espèce de mise en abîme. Et avec toute une présentation officielle devant la Joconde, un grand dîner, etc. Donc il y a cette idée-là. Moi, je pense que ça participe au fait qu'il y a un danger pour le luxe, c'est une banalisation. Avoir toujours les mêmes modèles, avoir tant de gens, évidemment, ça paraît fou ce que je dis, mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui, dans certains pays, bénéficient de ce luxe. Et il y a un sentiment surtout de revoir toujours un peu les mêmes images. Donc le fait de se présenter par rapport à ce prestige des grands artistes, etc., ça redonne aussi une force, je crois, et une image très forte à ces marques de luxe. Merci Marc Abélès. On a bien compris que le luxe se cherche une nouvelle voie. Il faut être rare. C'est aussi important pour ceux qui achètent le luxe. Donc voilà, un ethnologue au pays du luxe. C'est aux éditions Odile Jacob.